Michel Derdevé, bonjour. Vous êtes secrétaire général d'Enedis. Vous venez d'intervenir aux premières assises de l'innovation dans une table ronde relative à la gouvernance. Patrice Noailles-Siméon, qui est l'organisateur de ces assises, souhaite approfondir le sujet avec vous. Bonjour. Alors, la question principale que vous avez traitée, c'est la structuration de la recherche et de l'organisation de la recherche au sein d'Enedis. Est-ce que vous pouvez nous parler de la suite, c'est-à-dire une fois que les idées ont été développées et cultivées, il faut à un moment les mettre sur le marché, comment ça se passe? Alors, vous posez une très bonne question, puisque en fait, le secteur de la distribution d'électricité, donc Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, c'est une entreprise de 36 000 salariés qui opère sur 95% du territoire français, et on s'inscrit dans une veine, dans une tradition qui est la qualité de la recherche, du développement de la grande entreprise publique EDF. On a dans notre périmètre, c'est-à-dire la distribution d'électricité, la basse et la moyenne tension, bien entendu, prolonger, perfectionner toute la démarche de R&D qui était la démarche d'EDF, avec un travail à l'interne par les ingénieurs d'Enedis autour de programmes de recherche, autour d'axes essentiels, notamment quant à la transformation des réseaux. Les réseaux deviennent de plus en plus, vous savez, c'est la mode des réseaux intelligents. Donc ça, c'est quelque chose qui continue, avance, et de manière extrêmement positive. Mais en même temps, les grands changements aujourd'hui, c'est que l'innovation, ça n'est pas que dans les entreprises que ça se conçoit. L'innovation se fait avec l'environnement, avec les parties prenantes, avec ce qu'on appelle l'open innovation, c'est-à-dire en fait aller chercher dans la société, dans l'écosystème de l'entreprise, des partenaires qui à un moment donné peuvent amener des éléments, peuvent enrichir les programmes de recherche et d'innovation. Par exemple, nous avons mis en place à Enedis depuis 2015 un concours qui vise à, dans la France entière, à aller voir les startups capables de travailler avec nous sur des programmes innovants. Et cette année, donc 2018, nous avons eu 350 startups qui ont concouru avec nous autour de cette démarche de perfectionnement de la R&D. Donc ça, le grand changement, me semble-t-il, c'est qu'on n'est plus dans une démarche endogène, comme ça pouvait être le cas jusqu'à ces 5 dernières années, mais aujourd'hui, on travaille avec un écosystème, et par rapport à tous ceux qui parfois considèrent que la France est un pays qui décline et tout, moi je suis extrêmement confiant sur le fait que cet écosystème existe, quels que soient les domaines, et que les grandes entreprises, les grands opérateurs peuvent et doivent s'appuyer sur cet environnement des entreprises. Les chefs de projet peuvent être éventuellement récupérés à l'extérieur, ou c'est toujours des gens de chez vous qui deviennent chefs de projet pour l'instant? Alors, vous posez une bonne question, mais en même temps, est-ce que les patrons, les jeunes créateurs d'entreprises ont envie de rentrer à Enedis? Est-ce que les salariés d'Enedis ont envie de partir dans des démarches start-up? C'est des questions extrêmement personnelles. Oui. Donc il faut laisser cet espace et la réponse à votre question au libre vouloir des femmes et des hommes qui s'engagent là-dedans, en leur laissant beaucoup de liberté. Ça veut dire que peut-être qu'on ne sera pas sur des solutions statutaires avec des gens qui vont rentrer pour 30 ans ou 35 ans en partenariat. Sous forme d'une mission. Exactement. Et donc ça veut dire qu'il faut que ce soit un système extrêmement souple, respirant, imaginatif et créatif, et c'est autour de cet esprit-là que à la fois la grande entreprise peut évoluer, et en même temps que les petites startups peuvent se dire finalement on peut avoir besoin à un moment donné d'avoir un acteur de taille industrielle, mondiale, et avec lequel on va travailler. Merci. Et nous préparons tous les élections européennes. Donc, est-ce qu'il y a une dimension européenne dans votre démarche, et comment vous arrivez à l'intégrer? Vous posez une bonne question. Le sujet européen, c'est que beaucoup de domaines ou de thèmes de la transformation des entreprises renvoient au niveau européen. Je prends dans mon domaine la transition énergétique, le changement de modèle énergétique supposera d'avoir des ruptures technologiques autour du stockage de l'électricité, autour de la mobilité durable, autour peut-être de technologies comme le courant continu. Et on voit bien que si chaque pays des 27 fait sa propre R&D avec son petit budget, mobilise ses opérateurs industriels, publics ou privés,
ça ne le fera pas. Il n'y aura pas la taille critique par rapport aux Chinois, par rapport aux Américains. Et donc, le sujet que nous avons en Europe, c'est de savoir sur certains domaines de recherche et développement, avoir une pratique commune, transférer au niveau européen les budgets, les moyens que chaque État peut mettre en place pour pouvoir être meilleur, plus performant et dans la compétition mondiale. Si on ne fait pas cet effort, on aura un éparpillement de la recherche et du développement dans chacun des pays et on ne sera pas au rendez-vous de la compétition avec les Américains, les Chinois, les Russes. Donc la taille critique pour nous, pays européens, c'est la taille commune, c'est la taille du continent européen. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on a à peu près 300 milliards d'euros d'investissement total par an en recherche et développement en Europe. C'est infinitésimal, ça n'est pas assez par rapport aux enjeux. Donc il faudrait espérer, vous évoquez l'année 2019, qu'à la faveur des élections européennes, à la faveur de la constitution de la nouvelle Commission européenne, il y ait ce que j'appelle parfois des programmes Apollo, c'est-à-dire qu'il y ait une démarche un petit peu ambitieuse. C'est-à-dire on va aller conquérir la Lune, que ça s'appelle la matière de batterie, la matière de stockage, sur certains sujets sur lesquels l'action isolée d'un État membre ou d'une entreprise n'est à l'évidence pas suffisante. Et alors, vous avez des partenariats, vous, avec des universités, probablement. Est-ce que vous êtes international dans ces partenariats? Alors, oui, nous avons 35 partenariats, c'est-à-dire que Enedis travaille aujourd'hui dans un écosystème avec 35 pôles universitaires ou académies, principalement dans le domaine technique, mais aussi en matière d'économie. Et dans le cadre de ces partenariats, oui, nous avons des actions avec, par exemple, Cambridge, avec... dans le cadre de, d'accord, enfin, dans le cadre du programme européen Non, en dehors de tout le programme européen, dont nous sommes partenaires aussi. Il y a des actions menées dans le cadre des programmes, notamment H2020, le programme communautaire de R&D. Mais en dehors de ça, Enedis, par soi, a souhaité aller chercher dans un certain nombre de centres académiques et d'universités en dehors de la France, de la compétence et de l'expertise. Oui, et cette compétence, enfin cette exigence internationale dont vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce qui peut lui donner vie ou y répondre plutôt? Il faut partir, vous savez, de la réalité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas coopérer pour coopérer. Coopérer pour coopérer, c'est pas productif. Si on a envie d'être sur les vrais objets de la transition énergétique, il faut regarder un petit peu les vrais sujets qui se présentent. J'évoquais tout à l'heure le stockage d'électricité, c'est un sujet industriel majeur qui remettra en cause complètement la chaîne de valeur du système électrique si cette solution trouve un débouché industriel. C'est la question aussi que vous évoquiez tout à l'heure. Ben ça suppose par exemple d'aller regarder partout en Europe et peut-être ailleurs dans le monde les endroits où il y a de la R&D sur le stockage de manière pertinente et à partir de là, nouer un partenariat entre... Mais est-ce que la clé, c'est la recherche ou est-ce que c'est l'organisation industrielle des sociétés? J'aurais envie de dire c'est les deux. Parce que la recherche pour la recherche n'est peut-être pas la solution. Non, mais je peux fournir un argument de base important. Exactement. Si on maîtrise mieux une certaine partie de la chaîne de valeur. Et donc c'est les deux qui doivent bien entendu être combinés et avec en permanence l'idée de se dire aussi qu'un démonstrateur, une démarche intellectuelle de recherche, en soi, doit à un moment donné franchir le cap de la démultiplication industrielle, du déploiement industriel, sous peine de rester un travail en chambre qui satisfera quelques chercheurs, mais qui ne convaincra pas l'ensemble de l'entreprise. Donc c'est ce moment qui est un moment critique, mais ce moment critique, aujourd'hui, il est assez partagé. Et plus on va échanger avec des homologues, avec des entreprises du même secteur, au plan national, au plan mondial, plus on aura aussi la perception de l'utilité, si ce mot-là n'est pas grossier, d'une démarche de R&D. Il y a encore des sociétés nationales dans le domaine ou tout est privatisé? Ça n'est que des sociétés nationales. Oui, mais privatisées ou... Non, il n'y a pas le régime des sociétés de distribution d'électricité ou de gaz d'ailleurs dans le monde est très différent. Il y a des entreprises publiques, nationales ou régionales, il y a aussi des entreprises privées. Et donc il n'y a pas de règles, c'est un domaine qui appartient. Il y a une très grande palette de choix. En Europe, il y a plus de 2000 distributeurs d'électricité. Et sur ces 2000, il n'y en a que 122 qui ont plus de 100 000 clients. Donc on est sur une très grande disparité, un très grand éparpillement
Et nous, en France, on a, à partir de la loi de 1946, constitué un opérateur national sur 95% du pays, EDF jusqu'en 2008, ERDM de 2008 à 2016, et Enedis, donc qui a repris cet héritage à partir de 2016. Et l'Europe pousse à la privatisation ou non, à la concurrence? Non, le droit européen est très clair. Le régime de propriété ne relève pas du droit communautaire. Le régime de propriété relève du choix politique de chaque État. Par contre, l'Europe, en matière d'infrastructure et de réseau, dit qu'il faut que les réseaux soient accessibles par tous les acteurs de marché, en amont et en aval, les fournisseurs, les producteurs, vers tous les clients. Et le réseau doit être une architecture neutre, équitable, non discriminatoire, qui achemine l'électricité ou qui achemine le gaz au bénéfice de tout le monde. C'est une société d'autoroute et qui doit être... Oui. Qui ne doit pas laisser passer tel ou tel type de véhicule, mais qui doit laisser s'acheminer l'ensemble des... Au même tarif. Au même tarif, au même péage. Au même péage. Merci. Merci à vous. Eh bien, merci messieurs pour cet échange très fructueux, très intéressant. Et merci.